Donc, par souci de respect du temps pour tous ceux qui sont présents, bienvenue à ce webinaire intitulé « Découvrir en quoi la mesure permet l'amélioration de la performance ». On est bien heureux de vous compter aussi nombreux aujourd'hui. Je me présente, Bernard Gagnon. Je suis consultant en amélioration continue, Lean Management, donc président fondateur du groupe Bernard Gagnon, Campus Lean. Et pour cet événement, je suis accompagné de Damien Philippe de Lean en ligne. Bonjour Damien. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc, Damien, si tu peux te présenter au groupe pour ceux, certains te connaissent déjà. Oui, donc bonsoir à tous. Comme Bernard, je suis ravi d'être parmi vous. Moi, je suis le cofondateur de Lean en ligne avec Sébastien Lopresti, qui est également parmi nous. Et je suis ravi de parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme Bernard, qui est l'importance de la mesure pour nos organisations. Très bien. De mon côté, il y a Coatran qui m'accompagne pour la présentation. Peut-être une question qui peut vous intéresser. Pourquoi un webinaire entre la France et le Québec d'entrée de jeu? Je dirais tout simplement que dans le dernier mois, dans la dernière année, Damien, Sébastien et moi avons eu l'occasion d'échanger à différentes reprises, étant tous des passionnés du Lean Management. On a découvert des affinités dans nos approches, des façons dont on aime parler du Lean, parler de l'approche. J'apprécie beaucoup les textes, les publications qui sont faites par l'équipe de Lean en ligne et vice-versa. Donc, on a décidé, pourquoi pas, de faire un webinaire qui premier événement, peut-être d'une belle suite d'autres conférences ou formations pour une collaboration entre la France et le Québec. Donc, c'est à cet événement qu'on vous invite aujourd'hui. Donc, premièrement, d'entrée de jeu, j'aimerais vous poser une question. Vous pouvez répondre par le chat ou le clavardage à 4 petits choix de réponse. On est intéressé de savoir qu'est-ce qui vous a porté, qu'est-ce qui a été un incitatif pour vous lorsque vous avez vu les publications. Pourquoi vous êtes inscrit à ce webinaire? Est-ce un pour le thème de l'agilité organisationnelle, donc en quoi l'agilité dans les opérations peut vous aider à demeurer concurrentiel. Donc, si c'est votre choix, vous pouvez inscrire 1 dans le chat. 2, la mesure comme outil d'amélioration. Donc, peut-être c'est un sujet qui vous intéresse. 3, la prise de décision par la mesure. Ou 4, les types d'indicateurs. Donc, 1, l'agilité. 2, la mesure comme outil d'amélioration. 3, la prise de décision. Ou 4, les types d'indicateurs. Et Sébastien et Koa vont suivre un peu les résultats de ce mini-sondage dans les prochaines minutes pour qu'on puisse, dans la rétroaction et la discussion à la fin, revenir sur ces éléments-là avec vous. Donc, très brièvement, comme je le mentionnais, je suis consultant en amélioration continue Lean Management. J'ai lancé le groupe Bernard Gagnon il y a 6 ans maintenant. Et j'ai découvert le Lean Management au fil de ma carrière alors que je travaillais pour une grande multinationale. Pour moi, ça fut une belle révélation. Un parcours, un élément qui a changé ma carrière. Et je dirais un petit peu comme Obélix qui a tombé dans la potion, je suis tombé dans le Lean comme une révélation ou quelque chose qui, pour moi, était plein de sens et qui m'amenait à des réflexions et qui a inspiré, qui a changé la façon dont je voulais aider les organisations à s'améliorer. Donc, Damien aura l'occasion aussi d'exprimer dans les prochaines minutes sa passion pour le Lean et comment lui a fait cette découverte-là. L'agenda qu'on vous propose pour la rencontre d'aujourd'hui, présentation des conférenciers, c'est en cours actuellement. Dans les prochaines minutes, je vais vous entretenir sur les nouveaux défis des organisations. Donc, quels sont les changements, les grands changements auxquels les organisations doivent faire face aujourd'hui. Damien, pour sa part, va vous entretenir sur l'importance de la mesure et les dispositifs de mesure qui sont disponibles pour les entreprises pour demeurer concurrentiels, efficaces, productifs et assurer aussi un environnement de travail qui est agréable pour les employés. Finalement, en conclusion, on va revenir ensemble pour animer un échange, une discussion avec vous. Donc, on vous encourage à garder vos questions pour la fin.
Lors de la période de questions, ce serait bien apprécié si vous pouvez ouvrir votre caméra pour qu'on puisse voir avec qui on interagit, avec qui on échange. Et on aura des promotions exclusives aussi à vous faire part en conclusion de la rencontre. Donc, pour ceux et celles qui seront avec nous, on a quelques promotions intéressantes à vous proposer. Comme vous avez pu le voir, la séance est en enregistrement, donc on aura l'occasion aussi, dans les prochains jours, d'utiliser cette publication-là et peut-être revenir auprès de vous avec certains sujets qui pourront être d'intérêt ou qui nécessiteront peut-être d'aller un petit peu plus loin dans les échanges et les discussions. À tout moment, Damien, n'hésite pas s'il y a des éléments sur lesquels tu souhaites interagir. Souci. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais peut-être lancer la présentation sur cette citation, cette réflexion de ce cher Confucius qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, il n'y a qu'une chose dans la vie qui ne change pas, c'est le changement. Et pour ceux et celles parmi vous qui attendaient avec impatience le moment où les changements vont s'estomper ou vont ralentir, malheureusement, on est dans un environnement où les changements s'accélèrent et s'accentuent à une vitesse quand même assez fulgurante. Donc, ce qu'on doit faire en tant que gestionnaire, en tant que spécialiste, est de trouver des moyens de s'adapter et de tirer profit de ces changements-là. C'est sur cette lancée que je vais vous entretenir. Donc, définitivement, nous sommes dans un monde en plein changement. Donc, les organisations, dans les dernières années, ont dû s'adapter à plusieurs changements, que ce soit des changements au niveau économique, des changements au niveau technologique. Et ces changements-là ont aussi un impact sur la longévité de certaines organisations. Donc, certaines organisations qui n'ont pas réussi à s'adapter au changement n'ont pas pu faire le passage et perdurer au fil du temps. Peut-être certaines données intéressantes à ce sujet-là. Depuis 15 ans, on remarque que 52 des organisations du Fortune 500 qui ont disparu. Donc, certaines organisations qui n'ont pas fait le passage et qui n'ont pas adapté leur structure, leur processus, leur technologie. Quant à la durée de vie des organisations, dans les années 50, si on recule à ce moment-là, la durée de vie des organisations était d'environ 75 ans. Donc, la pérennité des organisations les changements étaient beaucoup moins fréquents. Les organisations pouvaient penser à des planifications, des stratégies à très long terme, alors qu'en 2016, la pérennité, la longévité des organisations se mesurait plus de l'ordre de 15 ans. Donc, beaucoup de changements, beaucoup de pression sur les organisations qui font en sorte qu'on est dans un environnement qu'on peut qualifier de VICA. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous expliquer un peu plus, d'approfondir l'acronyme VICA et dans quel contexte ça s'intègre aujourd'hui. Là, on a la réunion, donc, cette introduction-là vise, bien entendu, le son, j'aurais mis ça. Non, ça doit être... Si on peut demander à notamment André de couper son micro, s'il vous plaît. Damien, si tu peux le couper. Oui. Merci. Pardon. Il faut juste trouver le bon son. Donc, désolé. Pour bien comprendre les changements auxquels les organisations font face, c'est important de se doter de mécanismes, d'outils pour être à l'écoute des changements, être à l'écoute de son milieu. Donc, changement au niveau du contexte, changement au niveau de l'environnement, les outils de mesure des organisations aujourd'hui doivent être non seulement prendre en considération les processus, les mesures à l'interne, mais on doit aussi être à l'écoute de l'environnement externe. Donc, tout ça, bien entendu, dénote une capacité d'adaptation. Quelques changements technologiques qu'on a vécu dans les dernières années. En préparant ce webinaire-là, en préparant cette diapo, j'ai été moi-même surpris de voir les solutions technologiques, les applications avec lesquelles on interagit au quotidien, qui sont arrivées dans nos vies, qui font maintenant partie intégrante de notre quotidien. C'est des applications qui sont là depuis quand même pas si longtemps. On pense entre autres à l'iPhone qui a été lancé en 2007, Amazon en France en 2000, des applications
la semaine dernière avec la panne sur Facebook, plusieurs organisations se sont rendues compte que on n'a plus de site web. Toutes nos transactions maintenant étaient via Facebook et on n'a plus de moyens de rejoindre nos clients. Donc, ces changements-là amènent pour certains des préoccupations. Pour d'autres entreprises qui ont su s'adapter, c'est des nouvelles opportunités. Ces technologies-là, si on les utilise bien, c'est des nouveaux moyens, des nouveaux canaux de communication pour accéder à des nouveaux segments de votre clientèle. Donc, la question que j'aurais pour vous, c'est est-ce que votre organisation tire profit de ces technologies-là pour mieux servir, mieux répondre aux besoins de sa clientèle, être à l'écoute de ses clients? Donc, on aura l'occasion tout à l'heure d'en discuter, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a aussi, grâce à ces technologies-là, des nouveaux moyens de communication pour rejoindre nos clients. Le télétravail, quant à lui, comment ça se passe dans vos organisations avec le télétravail? Donc, la COVID a été un contexte, une situation qui a propulsé, qui a forcé beaucoup d'organisations à se tourner vers le télétravail par obligation. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que les employés ont trouvé leur confort dans ce mode-là. Et beaucoup d'organisations vont devoir migrer vers un mode hybride où on est en travail présentiel et télétravail dans certains cas. Les employés, dans les sondages des grandes firmes, les employés préfèrent le télétravail au travail au bureau. Donc, nouveau défi. Est-ce que les processus de développement des compétences, les processus de gestion ont été adaptés à ce mode-là? C'est plus seulement un mode temporaire, c'est devenu maintenant la réalité avec laquelle on va devoir composer. Donc, vos processus organisationnels doivent maintenant intégrer cette réalité-là qu'est le télétravail. Processus de dotation, processus d'embauche. Maintenant, c'est fréquent de procéder à l'embauche, les entrevues d'embauche de nouveaux candidats via Zoom, via Teams. Donc, on a une relation différente avec les nouveaux employés. Donc, tous ces changements-là amènent aussi de nouvelles préoccupations et des nouvelles compétences de gestion qu'on doit développer. Donc, former des employés, accompagner, superviser des employés dans un contexte de télétravail, c'est un nouveau mode de fonctionnement pour plusieurs gestionnaires. Quant à vos clients, est-ce que les attentes de vos clients sont claires en lien avec le télétravail? Est-ce que vos clients exigent une qualité de service différente ou une présence différente, une accessibilité auprès de vos employés, même dans un contexte de télétravail? Donc, est-ce que le lien avec vos clients dans vos processus de relations clients ont été adaptés à cette réalité-là? Donc, un autre contexte ou une préoccupation à prendre en considération. Donc, on a regardé brièvement les changements des dernières années, comment ces changements-là ont affecté nos façons de faire, la réalité d'aujourd'hui et maintenant les perspectives d'avenir, qu'est-ce qui nous attend? Des études qui ont été faites en Californie par le fabricant Dell nous confirment que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. 2030, c'est demain. Donc, 85% de ces emplois-là sont encore à développer. Et autre fait intéressant, c'est que les étudiants qui sont aujourd'hui dans les collèges et les universités, lorsqu'ils auront atteint l'âge de 38 ans, auront en moyenne 8 à 10 emplois. Donc, les travailleurs de demain vont être plus mobiles, mobilisés, motivés par des projets dans lesquels ils peuvent amener une contribution, un sentiment d'accomplissement. Donc, une réalité où on va devoir intégrer régulièrement de nouveaux employés et progressivement les amener à être efficaces plus rapidement que dans des processus peut-être d'intégration ou d'accompagnement qui sont plus conventionnels. Autre perspective d'avenir que je trouve fort intéressante, qui est aussi en lien avec le sujet d'aujourd'hui, on nous dit que dans les années à venir, on devrait voir dans nos organisations des mécanismes, des outils qui vont, en lien avec l'intelligence artificielle, amener les organisations à se doter d'une capacité d'analyse, d'interprétation des données, des outils qui vont proposer des solutions aux gestionnaires. Donc, utiliser le savoir dans nos systèmes, nos données, nos entrepôts de données pour prendre de meilleures décisions.
On peut voir ça un peu comme dans nos voitures aujourd'hui, on a des assistants pour la conduite et éventuellement des véhicules autonomes. Quand je lis cet énoncé-là, pour moi, c'est un peu comme du pilotage assisté dans les organisations. Donc, d'avoir de l'expertise conseil à travers nos systèmes informatiques qui va nous donner des bonnes recommandations, des suggestions pour, encore là, prendre les meilleures décisions de gestion. Est-ce que vos processus dans vos organisations sont prêts à accueillir ces changements-là? Changements au niveau des nouvelles ressources, des nouveaux employés, développer des nouvelles compétences, développer, utiliser à bon escient et tirer le maximum de toutes les bases de données, bases de connaissances que vous avez. Donc, c'est une belle perspective d'avenir, je trouve, à laquelle on doit s'attarder, bien entendu, mais aussi qui peut amener des nouvelles opportunités pour bien des organisations. Donc, en bref, les nouveaux défis d'aujourd'hui, les défis auxquels les organisations font face, anciennement, typiquement, on devait, lorsqu'on faisait des planifications stratégiques, on faisait une planification 5 ans, une planification long terme de l'organisation, et les choses n'évoluaient pas au même rythme que ce qu'on a vécu dans, par exemple, les 2 dernières années. Dans le contexte actuel, on doit se doter, bien entendu, d'une vision long terme. Donc, dans une pensée ligne, on va parler d'un vrai nord, d'une orientation stratégique de l'organisation, mais on doit se doter d'une planification, un plan d'action plus court terme en lien avec notre vision. On doit être capable de réagir rapidement aux événements, aux situations qui nous entourent. On doit aussi, avec l'arrivée de l'industrie 4.0, de la transformation numérique, on doit trouver une façon de tirer profit de ces technologies-là. Pas seulement investir dans des changements technologiques, mais se poser la question sérieusement, quels sont les investissements technologiques qui vont nous permettre de simplifier, automatiser certaines parties de nos processus qui n'ajoutent pas de valeur ou dans certains processus pour lesquels nos employés se sentent moins valorisés, qu'on ne va pas chercher leur plein potentiel. Donc, l'industrie 4.0 amène ce changement-là aussi, cette réflexion-là qui est fort importante. Le télétravail, le travail à distance, comme je soulignais précédemment, je pense que l'opportunité qui se présente à nous, c'est de vraiment briser les barrières physiques entre le travail au bureau, le travail à la maison. Pour les organisations de demain, ça doit être totalement transparent pour les organisations et pour la clientèle et les employés, à savoir si je suis présent au bureau ou à la maison à partir de demain. Le travail doit se faire de la même façon. Les outils de travail, les outils collaboratifs doivent nous permettre de faire cette transition-là sans aucun bris de service, si je peux me permettre l'expression. Autre chose intéressante aussi qu'on constate de plus en plus, et peut-être que Damien pourra me confirmer si c'est la même chose en France, mais au Québec, avec le télétravail, on se rend compte aussi que ça nous donne accès à un bassin de ressources dans des régions beaucoup plus étendues. Donc, il n'est pas rare maintenant de voir des organisations dans la région de Québec, par exemple, dans la ville de Québec, qui vont embaucher des ressources dans des régions plus éloignées, des territoires du Québec au Saguenay ou en Gaspésie. Donc, d'avoir accès à des ressources qualifiées qui ne sont pas nécessairement disponibles ou ouverts à déménager, à relocaliser, mais qui peuvent devenir des contributeurs, des collaborateurs clés dans une organisation en croissance. Donc, le télétravail amène cette perspective-là d'une nouvelle réalité, une nouvelle capacité de main-d'œuvre. Donc, comment on fait pour s'assurer d'un bon transfert de connaissances au niveau dans nos organisations avec cette nouvelle réalité-là? Une nouvelle réalité que je qualifiais précédemment de VICA. Les organisations doivent avoir des bases de connaissances, des outils pour rendre l'information, les procédures de travail, l'information disponible, facilement accessible auprès de tous, des procédures de travail qui sont facilement compréhensibles parce que notre environnement de travail est, premièrement, volatile. Donc, un environnement volatile, on est dans un changement qui est en constante accélération. Donc, les changements technologiques arrivent beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Les outils technologiques, les appareils technologiques changent régulièrement et ça a un impact aussi sur nos processus, bien entendu.
on est aussi dans un environnement d'incertitude. Donc, l'incertitude, c'est que les plans qu'on peut prévoir, nos planifications, nos plans annuels, dans certains cas, peuvent être bons seulement pour quelques jours. Donc, on doit s'assurer de travailler sur des actions qui vont être en lien avec la réalité, la problématique qui est à résoudre et non pas des stratégies qui vont être basées sur des éléments d'incertitude sur lesquels on n'a pas nécessairement d'emprise. Pensons à combien de fois dans la dernière année, avec la crise de COVID, les organisations ont dû revoir des façons de faire, revoir des procédures, s'ajuster selon les changements qu'il y avait avec les règles sanitaires. Si tu peux me permettre, Bernard, d'intervenir là-dessus. Oui. Effectivement, l'incertitude, c'est un thème majeur. On évoquait tout à l'heure l'enjeu de devenir plus agile. C'est vrai que dans les entreprises industrielles, on fonctionnait beaucoup auparavant avec des prévisions de vente qui étaient beaucoup plus stables, avec des plannings connus à l'avance. Et aujourd'hui, effectivement, face à cette incertitude, c'est vraiment nécessaire de réduire l'inflexibilité de l'outil productif pour qu'en permanence, on soit capable d'adhérer à une demande qui évolue quotidiennement. Voilà. C'est ça, c'est que les règles du jeu changent continuellement aujourd'hui. La complexité dans l'acronyme VICA ici fait référence à la difficulté de l'ajout des forces et faiblesses des organisations sont continuellement mises à l'épreuve parce que les champs de force, les parties prenantes se multiplient. Pensons, tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on doit gérer les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est des nouvelles parties prenantes qui ajoutent, dans certains cas, des bénéfices. Et dans certains cas, si on ne les gère pas bien, ça peut amener des effets beaucoup plus néfastes pour l'organisation. Donc, l'image corporative est de plus en plus difficile à préserver. L'ambiguïté, les causes à effet, difficile de distinguer quelle est la conséquence, la cause du problème qu'on souhaite résoudre. Donc, les problématiques doivent être bien cernées, bien définies pour appliquer des solutions qui vont travailler sur la cause fondamentale du problème. Donc, l'environnement VICA, qui était à l'origine un concept plus militaire, dans les organisations d'aujourd'hui, on doit être conscient de cet acronyme-là et continuellement se poser la question, est-ce qu'on est en mesure de répondre à ces éléments-là? Est-ce qu'on travaille sur quelque chose sur lequel on a de l'emprise? Donc, autre élément intéressant à considérer dans ces changements-là, le virage 4.0. Est-ce que votre organisation s'est inscrite dans une pensée, une vision 4.0? Ici, je ne vous ferai pas la lecture de ces questions-là, mais ça peut être des préoccupations que vous allez devoir garder en tête lorsque vous allez amorcer un virage 4.0. 4.0, bien entendu, c'est la stratégie de transformation numérique. C'est la 4e phase d'évolution dans les organisations aujourd'hui. Et toute l'information est là, dans un environnement cloud, dans un environnement d'info nuagique. Les données sont disponibles, les ordinateurs, nos systèmes sont capables d'interagir et nous donner de l'information et dans certains cas, de l'aide à la décision, comme je le disais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on tire profit de ces technologies-là? Première étape d'une transformation numérique réussie, bien entendu, faire un premier diagnostic de nos processus. Est-ce que nos processus dans l'organisation sont encore des processus transactionnels papier, des processus où on doit manipuler, transformer, reprendre, retranscrire l'information dans plusieurs systèmes informatiques? Comment on peut alléger ce transfert d'informations-là? C'est souvent la première étape d'une transformation numérique. Le virage numérique d'une organisation doit s'inscrire, bien entendu, dans une vision long terme. Donc, ce n'est pas seulement une ambition technologique, une ambition de changer, remplacer les systèmes en place, mais bien entendu, comment on peut faire pour simplifier, alléger, éviter le retraitement d'informations. Donc, pensez à toutes les notions de gaspillage ligne que vous connaissez. Tous ces gaspillages-là, on peut, dans certains cas, au niveau du traitement de l'information, on peut en éliminer plusieurs par une transformation numérique qui était bien pensée. Pour y arriver, revoyez vos processus, analysez vos processus. À chacune des étapes du processus, on regarde l'information, comment elle est acheminée, traitée,
saisie dans les systèmes et comment on la communique à l'étape suivante. Et si on peut simplifier, automatiser ces étapes-là, c'est ce qui va faire une transformation numérique qui va être gagnante. Donc, le conseil que je pourrais vous donner à ce moment-ci, qui peut être un conseil à 10 sous, c'est surtout pas débuter une transformation numérique en focalisant et en priorisant les outils technologiques. Le processus devrait être votre première préoccupation dans ce cas-là. Donc, simplifier et améliorer les processus devrait vous permettre de répondre à ces enjeux-là. Ces enjeux qui sont typiquement les préoccupations des organisations. Coût d'exploitation élevé. Donc, si j'améliore, je simplifie mes processus, peut-être qu'on peut réduire, éviter des gaspillages au niveau des ressources, au niveau des matières, au niveau des encours, des coûts des carburants, des coûts de transport qui sont en augmentation ces temps-ci. Donc, comment on peut éviter de perdre des ressources importantes par des processus inefficaces. Bien entendu, les budgets sont limités, donc l'équilibre entre les coûts et les budgets est parfois très, très difficile à atteindre. Revoyez vos processus. La pensée lean dans l'amélioration des processus peut vous permettre de répondre à ces enjeux-là. Productivité, dans certains cas, peut-être que si on ne prend pas en compte les préoccupations, la pression des coûts et la pression au niveau des budgets auprès de vos équipes, les employés peuvent sentir aussi du stress, de la pression, une surcharge de travail, de l'épuisement. Donc, la conséquence de ces préoccupations financières-là peut atteindre vos équipes et éventuellement aussi peut déplaire à vos clients. Donc, si on constate une augmentation au niveau des plaintes des clients quant à la qualité, les délais de réponse, les délais de traitement de leur dossier ou de leurs produits, ce sont tous des symptômes d'un processus défaillant. Donc, l'amélioration de vos processus devrait viser à réduire les coûts, améliorer la qualité, réduire les délais, augmenter la satisfaction de vos clients, augmenter la satisfaction de vos employés pour améliorer la pérennité, bien entendu, et l'atteinte de vos objectifs stratégiques. L'agilité organisationnelle, pourquoi l'agilité dans une présentation comme celle d'aujourd'hui? Pour qu'une organisation soit agile, les processus de l'organisation doivent continuellement être à l'écoute de l'environnement de travail, de l'environnement, le contexte de l'organisation. Donc, une organisation agile, pour moi, se définit par une organisation qui a des indicateurs qui sont clés, des indicateurs qui permettent de comprendre le contexte et d'adapter en continu, d'améliorer les processus de façon à pouvoir corriger les écarts, les défaillances avec les critères de satisfaction de nos clients. Donc, une organisation agile devrait avoir des bons indicateurs et Damien pourra nous entretenir tout à l'heure sur des éléments de mesure qui correspondent aussi aux critères d'une organisation agile. Donc, une organisation agile, c'est une organisation qui est capable de faire face à un environnement VICA parce que les mécanismes qui sont en place répondent ou prennent en considération ces changements-là. Une organisation qui reste agile aussi, c'est une organisation qui améliore ses processus en continu, qui va revoir des processus qui ne répondent pas aux exigences, comme je le mentionnais, de la clientèle et des employés. Mais c'est aussi une organisation qui va être en mesure de cascader les priorités du stratégique, tactique et jusqu'au niveau opérationnel. Donc, quelles sont les priorités, les objectifs à atteindre, mais aussi une organisation qui va avoir un mécanisme pour escalader les bloquants et les problèmes du plancher des opérations jusqu'au niveau stratégique. Donc, cette cascade et escalade des objectifs et indicateurs va venir aussi alimenter nos stations, nos tableaux de bord, nos indicateurs de gestion et éventuellement aider la prise de décision de notre équipe de gestion. Donc, une organisation agile, c'est au-delà des concepts et des frameworks de l'agilité qu'on connaît dans le monde des TI. Le concept d'agilité ici auquel je fais référence, c'est vraiment une organisation qui est en mesure de se re-questionner et de s'améliorer basé sur quels sont les éléments de mon contexte auxquels on doit faire face. Quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer, que ce soit par l'optimisation des processus, le développement de nos ressources, développer une équipe d'experts à l'interne qui va
améliorer et simplifier les processus, éliminer des gaspillages, bien, on peut s'attendre à réduire les délais de livraison, que ce soit pour des livraisons de produits, livraison de services, traitement de dossiers. Donc, l'amélioration de nos processus devrait contribuer à réduire le délai pour nos clients. Ça peut être une réponse aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Encore là, c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entreprises. Bien, si on fait une bonne utilisation de nos ressources à l'interne en utilisant les technologies, les possibilités du 4.0, on peut réussir à mieux utiliser notre expertise à l'interne, garder nos ressources, développer nos ressources à l'interne et s'assurer d'avoir des employés qui vont être satisfaits au travail. Mieux répondre aux exigences de nos clients parce qu'on a des processus, des indicateurs qui mesurent les attentes de nos clients, l'efficacité organisationnelle, offrir à nos employés un milieu de travail stimulant, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une rétention et une attractivité au niveau des nouveaux emplois. Réduction des coûts fixes, donc meilleure utilisation de nos ressources, élimination des gaspillages, élimination du retravail, de la non-qualité, élimination des niveaux d'encours et des traitements, des demandes non traitées et, ultimement, l'équilibre budgétaire. Donc, voilà quelques-uns des éléments qui, pour moi, sont tous des synonymes d'efficacité, productivité, amélioration du climat de travail, efficience, qualité et valorisation de nos employés. Donc, est-ce que la mesure peut nous permettre d'améliorer en continu nos organisations? Est-ce que les bons indicateurs de mesure peuvent permettre de trouver des cibles d'amélioration? Ben, c'est ce que je propose comme question. Est-ce que je lance comme question à mon ami Tammy? Merci beaucoup, Bernard. Alors, je vais reprendre le partage, du coup, le partage d'écran. Merci, Bernard. Est-ce que vous me voyez tous? Oui, on te voit. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation. Donc, je rappelle, moi, je m'appelle Damien Philippe, je suis le cofondateur avec Sébastien de Lean en ligne. Donc, Lean en ligne, c'est un organisme de formation qui est spécialisé en excellence opérationnelle et qui est certifié CAIOP. Et à titre personnel, moi, je suis certifié Black Belt. Je suis passionné par l'amélioration continue, on l'évoquait tout à l'heure avec Bernard, et le développement des personnes. C'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir accompagner des particuliers et des entreprises vers des certifications Lean Six Sigma. Donc moi, je me propose de vous expliquer aujourd'hui en quoi la mesure contribue, enfin en tout cas constitue un facteur vraiment clé pour les entreprises. Voilà. Alors, mon développement, il va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, nous verrons pourquoi il est nécessaire de se mesurer. Nous verrons ensuite quelles sont, selon moi, les caractéristiques d'une bonne mesure, d'une mesure pertinente. Et enfin, nous verrons quels sont les dispositifs qui permettent de se mesurer et les méthodologies qui permettent d'exploiter ces mesures. Car on verra tout au long de la présentation que finalement, une mesure en tant que telle ne sert pas à grand-chose. Il faut ensuite l'exploiter et c'est tout l'objectif. Alors, je vous propose en guise d'introduction de vous partager une courte vidéo. Elle met en scène Paul, donc, qui est un chef de projet en amélioration continue, et son sponsor. Donc, ces 2 personnes se croisent à la machine à café et ils évoquent ensemble l'avancement d'un projet. Voilà, alors on sait que la vidéo est assez rapide, donc on vous a mis 2 captures d'écran qui représentent les 2 temps forts de la vidéo. Donc à gauche, vous avez le sponsor du projet qui finalement somme Paul de ne pas perdre de temps sur le diagnostic et d'aller rapidement aux solutions. Donc en fait, le sponsor, là, clairement, il sous-entend que le diagnostic constitue une perte de temps. Et finalement, Paul, il faudrait qu'il arrête de se faire plaisir parce qu'on a besoin de résultats. Et à droite,
alors c'est tout le paradoxe de cette discussion, c'est ce qu'on a cherché à mettre en avant. On a un sponsor qui refuse le médicament proposé par Paul, faute d'avoir eu le diagnostic d'un médecin. Donc, dans cette deuxième partie, le sponsor fait clairement preuve de bon sens. Il n'est pas possible de mettre en place des solutions pertinentes sans avoir effectivement bien compris les causes du problème. Donc, autrement dit, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Voilà ce qu'on voulait vous montrer en guise d'introduction. Donc, en réalité, la mesure permet d'identifier des écarts. Donc, des écarts entre une situation attendue et une situation constatée. Dans ce cas, on parle de problème pour l'organisation. Ou des écarts entre une situation attendue et une situation cible identifiée, par exemple, au travers d'un benchmark. Et dans ce cas, l'écart, il va représenter une opportunité pour l'organisation. L'excellence opérationnelle, elle repose sur le triptyque suivant. Pilotage, performance, progrès. Pour le pilotage, ça consiste à dire ce qu'on veut faire et le faire. La performance consiste à constater les résultats et identifier des écarts. Progrès consiste à travailler sur les écarts dans une logique d'amélioration continue. Donc, je vous propose d'illustrer ce concept avec un exemple très simple de la vie quotidienne. Mon objectif est d'arriver au travail tous les matins à 8 heures. Pour atteindre cet objectif, je dispose d'une voiture, d'un compteur de vitesse et d'une montre. Je peux constater du coup quotidiennement mes heures d'arrivée et identifier d'éventuels écarts avec mon objectif d'arriver à 8 heures. En fonction de cette mesure, je peux activer des leviers qui sont à ma disposition. Par exemple, choisir le mode de transport, décaler mon heure de départ, changer d'itinéraire ou jouer sur la vitesse avec ma pédale d'accélération. Donc, on voit bien dans ce schéma que la mesure de la performance est indispensable à toute démarche de progrès. Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques qui font une mesure pertinente. Donc, Peter Drucker, qui était un consultant américain en gestion d'entreprise, disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne devrait pas du tout être fait. » Donc, en lien avec cette citation, je dirais qu'une mesure pertinente, elle est directement liée aux attentes clients. On parle d'orientation client. Donc, la Voice of Customer, voix du client, c'est un dispositif qui permet à l'entreprise de déterminer ce qui constitue de la valeur pour son client. Et ça, c'est essentiel. Donc, ici, on vous a mis une illustration pour introduire la notion de valeur ajoutée qu'évoquait Bernard tout à l'heure, et par opposition, celle de gaspillage, qu'on appelle aussi muda en japonais. Donc, la non-valeur ajoutée, elle concerne l'ensemble des tâches qui ne produisent pas de valeur ajoutée pour le client. Sur l'image de gauche, le plat qui est servi ne correspond pas à ce qu'attend le client. À droite, c'est effectivement le cas. Donc, une fois que les attentes clients ont été bien comprises, l'entreprise, elle va construire des processus, c'est-à-dire des séquences d'activités qui transforment des données d'entrée en données de sortie, qui vont permettre la création de valeur ajoutée pour le client. Donc, une mesure pertinente, elle doit également porter sur les facteurs influents du processus de création de valeur. Alors, l'approche processus, elle a pour objectif la création de valeur, on vient de le dire, elle est transverse à l'organisation, elle dépasse les organigrammes. Elle permet notamment de sortir de la logique de silo, qui se traduit souvent, on l'a tous connu, par des optimums locaux et de la compétition, une émulation qui est absolument pas saine dans l'entreprise, en dépit de la recherche d'un optimum global et, in fine, de la satisfaction client. Donc, l'objectif d'une mesure est de permettre le passage à l'action. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, une mesure en tant que telle, ça ne sert absolument à rien. Elle doit donc faciliter la prise de décision. Donc, moi, je vous propose de prendre un exemple simple, celui d'un transporteur
dont nous souhaitons mesurer la performance. Donc, cette performance, elle peut s'apprécier de plusieurs manières. Par le taux de service des livraisons réalisées dans les temps, par la quantité de livraison en fonction du nombre de jours de retard, ou on peut aussi mesurer le délai de chaque livraison en heures ou en minutes. Donc, ces trois indicateurs, grosso modo, ils mesurent la même chose, mais avec un niveau de profondeur qui est plus ou moins important. Et ce que je veux vous faire passer comme message sur cette slide, c'est qu'il faut utiliser un niveau de précision adéquat par rapport à la décision qu'on cherche à prendre. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, l'acquisition de données de mesure, ça prend du temps, ça coûte cher, et voilà, c'est chronophage pour l'entreprise. Donc, il faut aborder l'exercice dans une logique de juste nécessaire, un peu suivant les préceptes du Lean Management. Une mesure pertinente doit également être factuelle, c'est-à-dire objective et incontestable. Donc, il est capital de distinguer clairement ce qui relève d'un fait, d'une émotion et d'une opinion. Donc, encore une fois, je vous propose de prendre un exemple simple concernant la température d'une pièce. Le thermomètre indique 17 degrés, correspond à un fait. Il y a un moyen de mesure, quelque chose qui est factuel, observable par tout le monde. J'ai froid, ça relève d'une émotion. Il devrait faire plus chaud dans cette pièce. Nous sommes sur le registre d'une opinion. Donc, Deming disait, sans données, vous n'êtes qu'une autre personne avec une opinion. Voilà. Et c'est en ça où je vous engage à vraiment rester sur le terrain des faits. Enfin, une mesure pertinente doit effectivement rendre compte de la réalité. Donc, on l'a vu en introduction, la mesure, elle permet de quantifier un écart. Et il est vraiment important de s'assurer que ce qu'on mesure se rapproche le plus possible de la réalité. Donc, il y a tout un tas de techniques qui existent. L'analyse du système de mesure est une méthode qui permet justement de ne pas tomber dans cet écueil et de prendre des décisions qui sont basées sur des mesures fiables. La situation idéale, elle correspond effectivement au cas où la valeur mesurée est égale à la valeur réelle, ou en tout cas, le gap est le plus infime possible. Alors, encore une fois, pour illustrer ce concept, tout l'enjeu qui est lié au système de mesure, on vous a mis cette image où clairement l'enfant ne pèse pas 80 kg. Et l'idée, c'est de vous rappeler qu'il faut toujours garder un esprit critique et du recul sur les données, et ne pas les prendre pour argent comptant. Alors, je vous propose maintenant d'évoquer les dispositifs qui permettent de collecter et d'exploiter les mesures. Alors, je voudrais commencer par dire que la mesure, Bernard l'évoquait aussi tout à l'heure, elle concerne tous les niveaux, toutes les strates hiérarchiques de l'organisation. Elle permet de structurer l'alignement stratégique, notamment au travers de la déclinaison des objectifs et la recherche, idéalement, d'un optimum global orienté sur le but de l'entreprise et donc la satisfaction client. Alors, cette slide, elle se propose de détailler les différentes sources de mesure et les différents dispositifs qui permettent de mesurer la performance. Donc, au niveau des sources internes, on retrouve la voix du business, la voix du processus et la voix des collaborateurs. Au niveau des sources externes, évidemment, la voix du client, on l'a évoqué tout à l'heure, la voix des fournisseurs et, il ne faut jamais l'oublier, la voix de la réglementation qui peut contraindre un certain nombre de choses. La voie du benchmark, elle se situe à la lisière des deux, car elle concerne finalement aussi bien l'interne que l'externe. On peut benchmarker une autre entité d'un groupe qui obtient des meilleurs résultats que notre secteur, ou on peut benchmarker évidemment un concurrent qui est par exemple le premier de sa catégorie. Ces dispositifs, ils vont permettre d'identifier à la fois des problèmes et des opportunités, et ils vont permettre d'alimenter un plan de progrès que l'entreprise pourra ensuite piloter pour s'améliorer. Donc, on l'a vu plus haut, encore une fois, la mesure, elle ne sert à rien en elle-même. C'est un point de départ qui va permettre, comme je viens de le dire, d'alimenter un plan de progrès et de passer à l'action.
Donc, ce plan de progrès, il va regrouper différents types d'actions qui vont elles-mêmes mobiliser différentes méthodologies, plus ou moins lourdes et requérant des niveaux d'expertise plus ou moins importants et requérant aussi des délais plus ou moins longs. Donc, il existe plusieurs approches qui sera pertinent de mobiliser en fonction des différents cas de figure. Donc, ici, on vous en a mis 3 de façon assez synthétique. Donc, la première, c'est la standardisation. Elle a pour objet principal de réduire la dispersion au niveau des processus et au niveau des standards. Elle consiste à documenter le mode de fonctionnement qui est attendu sur le processus. Elle constitue d'ailleurs un prérequis à toute démarche d'amélioration continue. Taishi Ohno, qui était un des fondateurs du système de production de Toyota, disait que sans standard, il ne peut pas y avoir d'amélioration. La résolution de problèmes, elle a pour principal objectif le retour au standard. C'est-à-dire qu'on a une performance qui est bonne, d'un seul coup, elle se dégrade, et l'objectif, ça va être de sécuriser les effets du problème et de supprimer la récurrence du problème. Et enfin, la troisième catégorie, les projets d'amélioration qui ont pour principal objectif d'améliorer la performance d'un processus en franchissant un gap. Donc, je vous propose quelques mots sur la résolution de problèmes et le dispositif QRQC. Donc, le QRQC, c'est la déclinaison européenne du JDoka, qui était le système qui permettait de gérer les problèmes dans le système de production de Toyota. Donc, le QRQC, pour Quick Response Quality Control, c'est un dispositif qui permet de manager la performance et de résoudre les problèmes au quotidien à tous les niveaux de l'organisation. Il s'agit en fait d'une combinaison à la fois d'attitude managériale, de rituels quotidiens, bon, comme je l'ai dit, aux différents niveaux de l'entreprise, et d'outils de résolution de problèmes. Donc, le diagramme d'Ishikawa, les 5 pourquoi, le factor tree analysis, il y a tout un tas d'outils qui permettent de remonter à la cause racine des problèmes pour être sûr d'en supprimer la récurrence. Et l'ensemble de tout ça, ça vise à la fois à détecter les problèmes, sécuriser leurs effets, et notamment le client, pour éviter que le problème ne se propage dans le système et impacte le client, et supprimer la récurrence pour faire en sorte que le problème ne revienne plus. Alors, je vous propose maintenant un rapide focus sur les projets d'amélioration. Alors, ici, on a choisi de vous parler du séquencement des MAIC. Donc, un projet des MAIC, c'est un projet d'amélioration par percée qui vise à améliorer la performance à l'échelle d'un processus. Donc, ce type de projet, il a pour objectif de franchir un gap de performance en complément de la démarche d'amélioration continue qu'on appelle aussi Kaizen dans le système de production de Toyota et qui, elle, prône la politique des petits pas. Donc, les deux sont extrêmement complémentaires. Alors, quelques mots sur le séquencement des MAIC. Des MAIC, c'est un séquenceur de projet en 5 phases qui correspondent au terme suivant. Donc, D pour define, définir. Donc, dans cette phase, ça consiste pour le chef de projet et son équipe à factualiser la problématique, déterminer les enjeux du projet, gréer l'équipe et fixer les moyens nécessaires pour combler l'écart de performance. En phase M, pour measure, mesurer, cela consiste à décrire le processus existant, mesurer le niveau actuel de performance et quantifier les problèmes. En phase A, pour analyse ou analyser, donc ici, on va chercher à identifier les causes racines des problèmes et finalement finaliser le diagnostic du projet. Donc, c'est exactement à cette phase-là que se situait Paul dans la vidéo que je vous ai présentée tout au début du projet. En phase I, de la présentation, pardon. En phase I, pour improve, donc la phase améliorée, ça consiste à élaborer des solutions spécifiques qui vont permettre d'adresser justement les causes racines issues et formalisées au travers du diagnostic factuel des phases M et A et d'impacter favorablement la performance du processus. Enfin, et c'est une phase qui est souvent un peu négligée, la phase contrôle pour maîtriser va consister à définir tous les éléments nécessaires à la maîtrise du processus amélioré. Donc ça consiste à mettre la cale pour faire en sorte de pérenniser les solutions
quitter le mode projet et transférer le nouveau mode de fonctionnement aux responsables du processus et à ses parties prenantes sereinement. Voilà. Donc, un projet DMAIC, il nécessite la constitution d'une équipe transverse, d'un comité de pilotage. Il va se dérouler entre 4 à 6 mois en fonction de la nature de la problématique et il permet d'améliorer significativement la performance d'un processus, on va dire des ordres de grandeur d'au moins 30%. Et ce qui est très intéressant, on parlait de l'approche processus tout à l'heure, le DMAIC, il est mobilisable dans tous les types d'environnements, quelle que soit la taille de l'organisation. Voilà. Donc, on arrive au terme de ce que je voulais vous exposer. Donc, déjà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais repasser la parole à Bernard. Et puis, on va de toute façon faire une petite synthèse collective et écouter vos questions. Oui, merci, Damien. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que dans le contexte d'une organisation agile, le cycle PDCA auquel tu faisais référence devient un outil ou une façon d'aborder, d'être à l'écoute de l'organisation pour planifier, mettre en place des plans d'action, suivre l'évolution des actions et apporter des correctifs? Est-ce que la pensée, le PDCA, est-ce que tu vois ça comme un outil clé pour une organisation qui se dit agile? Bien sûr. De toute façon, je pense que c'est un peu le socle de l'état d'esprit de ce type de démarche. Après, ça peut se décliner en fonction des besoins sur différentes méthodes, mais la toile de fond, c'est le cycle PDCA, et ça rejoint de très près le triptyque pilotage, performance, progrès. En fait, c'est juste une façon d'arranger les choses un petit peu différentes, mais c'est vraiment, on a des choses à faire et elles sont édictées par ce qu'attend le client. On exécute nos opérations en fonction de nos résultats, on travaille sur les écarts pour en permanence progresser. Et c'est vraiment l'amélioration continue, c'est vraiment un état d'esprit, je dirais presque une philosophie d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est plus une option, c'est une nécessité pour les entreprises d'être dans cet état d'esprit-là. Et puis, le cycle DMAIC que tu viens de nous présenter devient aussi une démarche qui permet très bien de cibler des processus. Donc, notre boucle PDCA permet d'identifier des fonctions dans l'organisation qui pourraient avoir besoin d'améliorer, atteindre une nouvelle performance. Et par le cycle PDCA, on va identifier ces éléments-là. Et le DMAIC permet de cadrer la portée du changement qu'on doit faire et l'équipe qui va travailler à amener des éléments de mesure. Donc, ces approches-là, il ne faut pas les voir comme en opposition, mais bien complémentaires. Tout à fait. Le PDCA, je le vois comme un outil de gestion, un tableau de gestion, un indicateur de gestion, et le DMAIC comme une démarche de résolution de problèmes, d'amélioration de processus. Tout à fait. Et ce que je n'ai pas forcément précisé, que je peux rajouter aussi sur le DMAIC, c'est que c'est pertinent de mobiliser le DMAIC quand on est en face d'un problème significatif et qu'on n'a pas d'idée préconçue sur les problèmes qui sont réellement rencontrés par le processus et encore moins des solutions qu'il y aura à mettre en place. Donc, c'est pour ça que la phase MEA, avec toute l'importance de la mesure sur ces phases-là, va être capitale en fait, puisque ça va permettre à la fois de comprendre ce qui se passe sur le processus et également d'initier très tôt dans le projet la conduite du changement en impliquant fortement l'équipe dans la construction du diagnostic et ensuite dans l'élaboration des solutions. Oui, et plus l'organisation va investir, développer à l'interne des ressources qui maîtrisent ces outils de résolution de problèmes-là, plus les cycles DMAIC vont devenir naturels et le focus ne sera plus nécessairement sur la démarche, sur les outils, mais sur la problématique à résoudre et la performance à atteindre. Donc, ça doit devenir une seconde nature. Et la seule façon d'y arriver, c'est par la pratique et la mise
la mise en application de cette démarche-là. Tout à fait. Et du coup, pour faire le lien aussi avec la scénette que je vous ai présentée, il y a effectivement la formation du chef de projet qui est capitale. Il y a l'information, la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes du projet qui est aussi très importante pour que les gens comprennent le cadre, les finalités de la démarche, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et il y a également, finalement, le niveau de compréhension du management, et je fais référence au sponsor tout à l'heure, qui n'avait peut-être pas bien compris l'intérêt de mener jusqu'au bout un diagnostic factuel, construit, et qui permette finalement d'aligner l'équipe vers un constat partagé et faire en sorte que le projet ensuite se déroule dans de bonnes conditions. Clairement, ce sponsor-là pensait perdre du temps sur le diagnostic, alors que le diagnostic, il faut le considérer comme un investissement, parce que c'est la garantie d'avoir des solutions qui auront un impact, et c'est la garantie d'avoir une très bonne appropriation par les parties prenantes du processus. Donc, la formation aussi des managers et de l'encadrement est essentielle pour que la méthode ne soit pas vue comme quelque chose de rigide et de contraignant, mais quelque chose qui finalement permette de partager un langage commun et finalement d'en comprendre les finalités, l'utilité et la pertinence. Voilà. Merci. Donc, on serait rendu à la période de questions. Peut-être pour lancer l'échange avec vous, j'aurais une première question à vous poser. Est-ce que vos outils actuels, les outils dont vous disposez dans votre organisation, est-ce que vous avez des outils de mesure fiables? Est-ce que les indicateurs, est-ce que les mesures dont vous disposez vous permettent de prendre de bonnes décisions de gestion? Question à 1 000 Guylaine de la qui nous part de dit, c'est la question à 1 000 $. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Si vous souhaitez nous en dire un peu plus, Guylaine, n'hésitez pas. La question qui sous-entend, qui vient avec celle-ci, c'est est-ce que... Voilà Guylaine. Bonjour Guylaine. Bonjour, désolée, je cherchais le bouton pour activer la caméra. Merci pour la présentation, fort intéressant. Moi, je travaille dans une organisation publique, ça fait que je vous dirais que régulièrement, j'ai pas le sentiment de donner les bonnes mesures à mes autorités. On dirait qu'ils veulent toujours autre chose. Puis c'est comme, il faut que je rentre tout le temps. Je ne l'ai pas ce donné-là, il faut que je me construise un tableau. Ça fait que, des fois, on apprend un peu sur le tas, c'est quoi la bonne mesure à avoir pour être capable de prendre des décisions. Puis là, on se dit, bon, ben ils m'ont demandé ça, je vais construire le tableau ou l'outil en question pour être capable de me suivre par la suite. Fait que des fois, on a l'impression de ramer un peu après ce qu'on a de besoin. Fait que des fois, j'ai l'impression je suis contente d'avoir mes tableaux puis mes instruments de mesure. Je suis capable de sortir des données rapidement. Quand j'ai ça, je suis contente. Et ça m'est arrivé souvent, je dirais, dans le dernier 6 mois, de dire, oups, je ne l'ai pas ce donné-là, il faut que je la produise. Là. Oui, effectivement, c'est vers là que je voulais interagir. C'est sur ça que je voulais interagir. Est-ce qu'on parle de données ou vraiment d'indicateurs dans ce cas-ci? Est-ce qu'on parle de données? Parce que soit les gestionnaires, les autorités peuvent te demander de l'information sur des données volumétriques, mais est-ce que ce sont vraiment des indicateurs de performance des processus? Guylaine, oui. Je dirais parfois oui, parfois non. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir. Je voulais juste réagir, Bernard, sur ce que tu disais. Effectivement, il faut distinguer ce qui est de l'ordre du reporting et de l'ordre vraiment d'outils qui vont servir à piloter l'activité. On peut avoir du reporting à faire. Effectivement, ça, c'est de la mesure, mais elle a de la valeur pour quelqu'un d'autre, en fait. Pas forcément pour nous. Est-ce que la notion de performance est bien accueillie? Est-ce qu'elle est acceptée au sein de votre organisation?
il y a plusieurs organisations avec lesquelles je travaille où on a peur d'afficher sur un tableau, sur un indicateur, qu'on est en rouge ou qu'on est sous on a une contre-performance par rapport à l'objectif. Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé ou accepté dans votre organisation que le tableau indicateur nous démontre qu'on a une lumière rouge sur laquelle on doit travailler, on doit s'améliorer et non pas chercher un coupable? Je vais me lancer, Bernard. C'est pas toujours blanc ou noir, cette question-là. C'est que les indicateurs, les priorités changent dans le temps, donc les indicateurs vont changer dans le temps. Puis des fois aussi, il y a beaucoup parce que chez nous, il y a beaucoup de données qui sont manuelles. Donc, on demande à des personnes de saisir des données sur leur temps, sur les sites, qui fait en sorte qu'il peut y avoir des biais dans ces réponses-là. Donc, elle n'est pas facile à répondre. Il y a d'autres indicateurs de performance qui sont très, très fiables, que l'on peut se baser pour donner des tendances. Et tu dis que les indicateurs changent. Bonjour Martin, je suis content de te voir aujourd'hui à cette rencontre. Les indicateurs les données volumétriques, les indicateurs du processus, pour moi, ils ne peuvent pas changer tant que ça en termes de type d'indicateur. Les données peuvent changer, mais un temps de cycle d'un processus, un délai de satisfaction, un délai de réponse à un client, qualité de service, est-ce qu'on est des fois trop précis dans la façon dont on détermine l'élément de mesure? Je pense que c'est un bon point, effectivement, sur le niveau de précision. Je dirais que qu'est-ce qui change, ça va être les priorités. Donc, on peut dire, on va mettre beaucoup il y a certains indicateurs, on va baser beaucoup sur l'expérience client, on va le mettre beaucoup à l'avant-plan. L'année d'après, on a tendance à mettre peut-être un autre indicateur qui va être effectivement le temps de processus comme l'indicateur principal. Donc, je pense que dans une direction d'organisation, souvent, ça va varier avec les priorités qu'on se donne. Donc, les autres indicateurs, effectivement, demeurent toujours là, mais ils ne seront pas suivis ou ne seront pas aussi sensibles à certains moments de l'année. Et quand vous dites suivi, Martin, c'est que ça déclenche des actions derrière? Oui, ben, toujours, là, effectivement. Les indicateurs, ça déclenche des actions. D'accord. Puis je dirais, c'est beaucoup dans la façon de les présenter. Hein. C'est qu'on va en mettre les indicateurs qu'on trouve clés, on les met dans le haut du tableau avec la couleur. Puis les moins importants, qu'on dit cette année, on met moins de priorité, mais ils ne seront pas expliqués. Ils vont rester dans le tableau, mais ils ne seront pas expliqués. Si je ne m'abuse, Sébastien, j'ai fait un petit décompte rapide du sondage en tout début. Et je crois comprendre que la question 2, la thématique 2, remporte la palme. Donc, la mesure comme outil d'amélioration était le thème pour lequel les gens ont voté en plus grand nombre. Oui, tout à fait, Bernard. Alors, sachant qu'il y a aussi des gens, c'était amusant, qui en fait ont voté pour les 4 choix. Donc, j'ai considéré tous les votes. C'est pour ça qu'il y a 41 votes. Voilà. Mais effectivement, c'est le thème qui ressort quand même comme étant le plus largement plébiscité. Donc, la question qui me vient pour vous en lien avec cette réponse-là, est-ce que vos outils de mesure actuels, est-ce que vos indicateurs déterminent le choix de vos projets d'amélioration? Dans certains cas, ce qu'on constate aussi dans certaines organisations, on fait un éventail, une sélection de projets d'optimisation, de projets Lean ou d'ateliers Kaizen qu'on va vouloir réaliser dans les prochains mois, sans nécessairement baser cette réflexion-là sur quels sont les indicateurs, quels sont les processus sur lesquels on devrait agir plus rapidement en fonction de la mesure dont on dispose. Est-ce que c'est le cas chez vous?
l'impression que c'est une autre question à 1 000 ou à 1 000 euros. Est-ce que vous avez des questions spécifiques autrement par rapport à ce qu'on a pu dérouler avec Bernard tout le long de la présentation? Est-ce que c'est un rendez-vous qu'on devrait répéter peut-être avec le pouce ou pouce en haut? Je ne sais pas si on peut mettre le pouce en bas avec Zoom, mais est-ce que c'est le genre d'événement qu'on devrait répéter avec différentes thématiques et peut-être on fera appel à vous dans les prochaines semaines pour identifier des sujets qui pourraient être d'intérêt pour vous, mais je crois voir par les réactions que c'est une communauté d'experts passionnés avec qui on interagit aujourd'hui. Donc, on pourra mener un petit sondage pour voir quels sont les sujets dont vous aimeriez discuter ou échanger parmi le contenu dont nous disposons avec chacune des équipes. Merci à Anne-Julie qui nous dit qu'elle a beaucoup apprécié la présentation et qu'elle serait intéressée d'en avoir d'autres. Et Guylaine également. Et Martin également. Merci. Et Marie-Ève aussi, qui nous dit « Pas de questions, excellente présentation, je suis partante pour un prochain événement. » Et bien, nous aussi. Hein. Andréane qui nous dit belle initiative, merci beaucoup, avec plaisir. Donc je réponds à la question pour ceux qui n'auraient pas vu le fil. Effectivement, on a fait un enregistrement, il y aura un replay qui sera diffusé aux participants. On ne fera pas de diffusion publique de l'événement, mais toutes les personnes qui étaient inscrites, qui ont participé, se verront adresser le lien du replay. Voilà, pour pouvoir revisionner éventuellement les parties de Bernard et Damien ou rattraper la fin s'ils n'ont pas pu rester jusqu'au bout. Merci Sylvie. Donc, qui nous dit « Merci pour le webinaire, j'attends la suite avec impatience. » Vous allez nous mettre la pression. Il faut qu'on s'y mette tout de suite. Ouais, ben oui. C'est super, ça. Wissal également, qui nous dit « Belle initiative, merci infiniment. » Merci à vous. Et Brigitte, qui nous dit « Merci, à bientôt. » Donc, peut-être, s'il n'y a pas de questions, Damien, peut-être qu'on peut enchaîner avec les promotions dont on souhaitait vous faire part. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent approfondir certaines notions du lean management ou même de l'agilité, je vous invite à visiter ma boutique en ligne, donc boutique.bernardgagnon.com, et vous pouvez télécharger le livre en format électronique sur le recueil, un recueil de fiches synthèse sur des concepts lean, et un lexique à la fin avec le vocabulaire, les termes qu'on utilise fréquemment. Donc, pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, vous pouvez appliquer le code promo 20LEAN 2021, donc 20LEAN 2021, et ça vous donne un rabais de 20% directement sur votre achat. Donc, vous pouvez télécharger le livre et l'utiliser et y faire référence. Donc, je vous invite à visiter. Et vous pouvez consulter certaines fiches synthèse sur mon site web aussi et certains termes dans la section lexique du site bernardgagnon.com. Merci Bernard. Merci Bernard. Alors pour terminer de notre côté et vous remercier de votre participation et pour, je dirais, ancrer cette volonté qui est vraiment une des valeurs cardinales de Lean en ligne, nous on souhaitait vous faire profiter gratuitement de notre formation White Belt. Voilà, donc nous on est un organisme de formation français, Damien le disait, on travaille beaucoup en e-learning et voilà, on aime bien offrir le White Belt pour permettre à tout le monde, je dirais, de se sensibiliser un peu plus en avant à ces démarches et à un certain nombre de thématiques qui ont été évoquées ici. Bien évidemment, il y a peut-être des gens qui seront déjà eux-mêmes sensibilisés, auquel cas n'hésitez pas à faire partager ça autour de vous et à le diffuser autour de vous largement. Le lien concernant l'inscription vers la formation White Belt qui se fait directement en ligne, complètement gratuitement, vous sera adressé dans les prochains jours par messagerie. Voilà. Merci. Donc n'hésitez pas à le partager, à le distribuer. Et puis le dernier point que je souhaitais également évoquer avant de terminer, c'était
Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur LinkedIn, que ce soit Bernard, que ce soit Lynn en ligne. On publie régulièrement. On essaye d'animer aussi une communauté. On partage pas mal de contenu. On essaye de diffuser cette culture-là et on a toujours besoin de soutien et d'appui. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien entendu, pour la suite, si vous avez des questions pour les gens au Québec, la plupart connaissez déjà Koa qui est disponible, que vous pouvez voir sur le site web, Koa peut dire un bonjour pour activer sa caméra ici, mais vous pouvez contacter Koa pour toute question ou écrire directement. Donc, Koa qui est conseiller à l'expérience client, développement des affaires pour le groupe Bernard Gagnon Campus Ligne. Effectivement, merci Bernard pour la tribune. Bonjour tout le monde, Coatran. Effectivement, je suis qu'est-ce qu'on appelle le VOC, le voix du client pour le groupe Bernard Gagnon. Donc, je suis là vraiment pour écouter vos besoins puis les adresser auprès de notre groupe d'experts en amélioration continue. Et j'ai mon homologue Michel Prieur qui fait sensiblement les mêmes rôles que moi, mais du côté de la France. Alors, on serait là pour vous écouter et répondre à toutes vos questions et à vos besoins. Merci, Ouais. quoi. Michel qui était avec nous. Je ne sais pas, Michel, si tu veux nous dire un petit bonjour pour te présenter aux collègues français et québécois. Bonjour, Michel Prieur. Donc, voilà, moi, je suis le relais du groupe Bernard Gagnon en France et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions sur les formations qui ont été présentées par Bernard aujourd'hui. Merci, Michel. Merci, Michel. Il est temps pour nous de vous adresser un grand merci pour votre participation. Et puis, on a un réel plaisir. On a compris qu'il fallait qu'on retravaille, Bernard, pour un prochain événement. Oui, ça va être avec grand plaisir parce que ça a été vraiment agréable de préparer ce webinaire-là avec toi, Damien, Sébastien et Koa. Donc, on vous reviendra avec une prochaine date, un prochain sujet avec beaucoup de plaisir et vos suggestions seront les bienvenues. Très bien. Merci à tous. Merci à tous et toutes, encore une fois. Merci et à beaucoup. bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bonne journée à nos amis québécois et bonne fin de journée à nos amis français. Excellent. Bonsoir. Au revoir. Et bonne journée. Au revoir.